Bienvenue au podcast Histoire des Forces, Forces Stories. Je suis votre animateur, Alexandre Bradette. Aujourd'hui, il nous fait plaisir d'accueillir le major Daniel Legault de l'Institut Robert Hossid. Nous allons notamment discuter de la culture des forces spéciales pour voir si des leçons peuvent en être tirées et appliquées aux autres enjeux de culture et de diversité pour l'ensemble des forces armées canadiennes. Mais d'abord, avant d'aller plus loin, Dan, pourrais-tu nous parler un peu de toi et de ta carrière au sein des forces? Merci Alex, merci de m'inviter pour le premier balado pour l'Institut de la profession des armes adjudant-chef Robert Hossid. Écoute, moi je suis rentré dans les forces en 81 comme fantassin, comme membre du rang. Et puis j'ai passé mes 11 premières années au sein du Royal 22e Régiment. 2 années de 82 à 84 avec le premier commando du régiment aéroporté. Puis je vais en parler un peu tantôt à propos de la culture. Par la suite, en 92, j'ai aidé à fonder la deuxième force opérationnelle interarmée, GTF-2, l'unité antiterroriste, le rôle qui avait été transféré de la GRC au ministère de la Défense. Et puis, je suis resté là pendant 26 ans, jusqu'à 2018, où j'ai pris ma commission comme comme major pour commander l'Institut Hossid. Fait que je vais parcourir un peu, beaucoup, mon expérience au sein des forces spéciales en ce qui a trait à la culture, en ce qui a trait au leadership, en ce qui a trait au développement des membres du rang et des officiers. Ça va me faire plaisir. Puis, vraiment content d'être le premier baladeur. Excellent. Écoute, c'est impressionnant. J'avais 1 an quand tu as commencé ta carrière. L'air de rien. Mais écoute, j'aimerais en savoir davantage. Qu'est-ce qui t'a motivé à joindre les Forces armées canadiennes en premier lieu? Ben, ce qui m'a motivé, c'est vraiment le défi, l'aventure. J'étais un jeune garçon qui cherchait ça. J'ai lâché l'école à un jeune âge. J'ai pas fini mon secondaire 5, mais quand même, je voulais avoir des défis dans la vie. Je voulais voir du terrain, je voulais voir des pays. Donc, un de mes professeurs en mécanique m'avait dit perds pas ton temps avec l'éducation. C'était peut-être pas un très bon conseil, mais il me dit va à l'aventure, joins les forces armées canadiennes. Puis j'ai jamais regretté. Écoute, qu'est-ce qui t'a attiré ensuite vers les forces spéciales? Pourquoi cette organisation-là plutôt qu'une autre? Écoute, j'ai servi 11 ans avec le Royal 22e Régiment. J'ai eu des très bons moments. J'ai joué au hockey à un très haut niveau. J'ai fait des sports. J'ai vécu des choses incroyables. Mais après 11 ans, j'étais comme, wow, OK, je pense qu'il y a plus que ça. Ce qui m'a marqué, c'est en 82, j'avais vu un film qui s'appelle Final Option. Puis ça présentait une prise d'otage qu'il y avait eu en Angleterre et les forces spéciales britanniques ont résolu le conflit. Puis je voyais ces gens-là, comment ils s'entraînaient, comment est-ce que c'était spécial. Et à partir de ce moment-là, c'était dans ma tête, je voulais faire partie d'une unité d'élite comme ça. Puis en 92, l'opportunité s'est présentée. Donc, quand ils ont annoncé qu'ils voulaient créer une nouvelle unité antiterroriste, je me suis porté volontaire, puis ça a bien été pour moi. OK. Puis, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui sont peut-être moins familiers avec le sujet, est-ce que tu pourrais rapidement nous expliquer qu'est-ce qui distingue les forces spéciales du reste des forces armées canadiennes en général? Bien, c'est le rôle, c'est la capacité ou les habiletés qu'on peut donner à cette unité-là, à cette organisation-là. C'est tout ce qui est asymétrique. L'unité antiterroriste focus sur des
des capacités que l'armée conventionnelle, les forces conventionnelles ne possèdent pas. C'est là que ça diffère du reste des forces armées canadiennes. C'est pas les gens qui sont plus spéciaux, c'est vraiment la capacité qui est spéciale, ou les missions qui sont vraiment asymétriques. Donc, là-dessus, c'est pas mal ça qui fait la différence. On ne forme pas des fantassins ou des ingénieurs de combat ou des blindés à faire sauver des otages, des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose qui c'est une en anglais, it's a niche capability. C'est vraiment quelque chose de précis. Et puis, on met beaucoup d'entraînement. On a beaucoup de ressources, mais pour des besoins bien précis. On n'a pas beaucoup de personnel, mais chaque personne est formée à un très, très haut niveau. Et puis, est sélectionnée à partir de critères, des attributs bien précis pour rencontrer justement les défis qu'on a à relever au sein des forces spéciales. Écoute, c'est intéressant, on va y revenir. Mais maintenant, si tu le permets, on va passer au vif du sujet. On prend pour acquis que les forces spéciales ont un peu toujours représenté une forme de sous-culture à l'intérieur des forces armées canadiennes. Peux-tu nous raconter comment c'était au tout début, quand tu as rejoint leur rang? Oui, en fait, chaque environnement a une sous-culture. Si on parle un peu de la marine, par exemple, des sous-mariniers comparément aux bateaux de surface, ils ont une culture différente. On parle d'aviation, où est-ce qu'un escadron d'hélicoptères comparément à une base avec de l'aviation stratégique, comme Trenton, une culture différente. La même chose pour l'armée. Dans chaque base, dans chaque sous-unité, on a une sous-culture. Les forces spéciales ne font pas, c'est pas différent. Maintenant, quand je suis arrivé en 92 à Ottawa, au sein de GTF, on formait quelque chose de nouveau. On avait beaucoup de membres du régiment aéroporté qui se sont joints au sein des forces spéciales. On avait des gens d'un peu partout. On avait de tous les métiers. Puis c'est pour ça que ça s'est appelé Joint Task Force, parce que c'était ouvert à tous les environnements. C'était un défi au début, parce qu'on on créait quelque chose de nouveau. On ne voulait pas que ce soit une réplique du régiment aéroporté, qui a été dissous en 1995 à cause d'une culture déficiente, que je dois admettre. Puis, c'était important pour nous de faire grandir cette famille-là d'une bonne manière. Je dis famille parce que j'ai passé 26 ans, puis c'est pas mal la majorité de ma carrière. OK. Ensuite, comment les choses ont évolué au fil du temps, par rapport à quand tu as commencé? Donc, dans les années 90, GTF est pas mal nouveau. On n'a pas beaucoup de missions. On a des missions de protection. On a des petites équipes qui sont déployées. Et puis, ce qu'on s'est aperçu avec le temps, c'est OK, on est secret, on est top secret, personne doit savoir qui on est. Mais c'était un petit peu trop... c'était un petit peu trop exagéré dans le temps. Et puis, ce qui me marque aujourd'hui, c'est que quand je parle avec des officiers généraux, qu'eux étaient capitaines dans ces années-là, ont pas nécessairement été enjoués de la manière qu'on agissait avec le reste de la force conventionnelle. Je m'explique. En
en Bosnie, au Rwanda, quand on envoyait des petites équipes, on demandait des choses, puis on disait, on a besoin de ça, mais pas pour dire pourquoi. C'était un petit peu amateur. On a grandi de ça. On est rendu pas mal plus professionnel. On a arrêté d'hériter le reste de la force conventionnelle et leur expliquer exactement qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre but, c'est quoi notre mission. Et puis, ça a porté fruit. Mais ça prend du temps à réparer des erreurs comme ça. Quand je dis que je parle à des officiers généraux, encore aujourd'hui, il y en a qui nous ont vu aller, qui nous ont appelés en anglais Secret Squirrel, qui nous ont appelés, qui ont vu qu'on avait un peu un comportement de cowboy, parce qu'on s'habillait différemment un peu, on avait les cheveux longs. Tout ça, ça a été rectifié. Puis je vais en parler un petit peu plus tard à propos de la culture, mais c'était des débuts assez pénibles du côté culturel. C'était bénéfique. On n'a pas fait de faux pas, là, je veux dire, en mission. On a accompli ce qu'on avait à faire. Mais je pense pas qu'on a envoyé la bonne image dès le début. Je pense que ça s'est rectifié pas mal au début des années 2000, avec du bon leadership. Un des premiers commandants que j'ai eu avec un leadership incroyable, c'est Colonel Russell, Clyde Russell. C'est lui qui est arrivé avec la première édition, je veux dire, l'énoncé de culture au sein des forces spéciales. Puis ça a fait une grande différence. Écoute, tu as mentionné que la culture avait évolué particulièrement au courant des années 2000. J'imagine que le processus de sélection des membres joue un rôle important. Donc, comment au-delà des tests physiques, on s'entend, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des entrevues pour s'assurer de la qualité des candidats potentiels ou pour s'assurer qu'ils vont être un bon fit dans l'équipe? C'est quoi que vous recherchez comme qualité, comme caractéristique? Ou c'est quoi les critères pour joindre les rangs des forces spéciales? Écoute, c'est sûr que nous, au sein des forces spéciales, on a adopté un système de sélection. Il y en a à 3 niveaux. Au niveau logistique, les gens de support, au niveau de support opérationnel, le niveau 2, et puis les opérateurs. C'est trois systèmes vraiment distincts, mais il y a des choses de commun. Il y a des entrevues, il y a des choses qui sont communes, il y a des entrevues, il y a des tests psychologiques qui sont administrés à ces gens-là. Puis s'assurer que les membres viennent joindre les forces spéciales pour les bonnes raisons. Et puis, après ça, le niveau 2, niveau 3, il y a des aptitudes physiques et il y a des attributs pour des habiletés spéciales. Donc, c'est ces aspects-là qui sont regardés quand on parle de joindre les forces spéciales. Tu parlais des caractéristiques psychologiques. Donc, en quoi ça consiste exactement? Qu'est-ce qui est un bon profil pour vous? Bien, un bon profil, c'est un profil stable. C'est un profil qui est... on voit que la personne n'a pas de problème mental, c'est sûr. La personne n'a pas de soucis. La personne est vraiment en ligne avec les valeurs qu'on recherche. Et puis, que la personne, en fait, applique pour les bonnes raisons. Pas seulement pour le pécuniaire ou pour se sortir de son unité parce qu'elle n'est pas heureuse, mais parce qu'elle croit vraiment qu'elle pourrait faire une différence avec nous, que la personne peut travailler en équipe. C'est très, très important pour nous. C'est vraiment intéressant. Tu as mentionné que les individus devaient être alignés avec les valeurs de l'organisation. Mais est-ce que vous avez une approche particulière pour les acculturer
à l'environnement des forces spéciales ou si c'est vraiment à l'entrevue que ça se joue, puis qu'on vous sélectionnez des gens en partant des gens qui semblent être alignés? Bien, au début, on s'assure que les personnes sont alignées avec les valeurs des Forces armées canadiennes. Nous, c'est notre fondation. On n'a pas des valeurs à côté des valeurs des Forces armées canadiennes. On bâtit là-dessus. Après ça, chaque personne qui vient, au niveau 1, au niveau logistique, ils ont une période d'acclimatation de 7 jours où est-ce qu'on inculque et puis on parle des valeurs des forces spéciales. Des valeurs comme l'humilité, la crédibilité, l'intégrité, la responsabilité de ce qu'on fait. Et puis, parce que on donne beaucoup plus de responsabilités à un exemple, un caporal, qu'on pourrait donner à un caporal dans les forces conventionnelles. Donc, on veut s'assurer que ces gens-là comprennent. Ils comprennent aussi l'implication que si ils ne sont pas capables de gérer cette responsabilité-là, qu'est-ce qu'on leur donne, c'est peut-être pas la bonne place pour eux autres. Peut-être qu'ils ne sont pas assez matures. Mais c'est ça qu'on fait. Du côté du niveau 2, des spécialistes, et du côté du niveau 3, des opérateurs, on passe beaucoup plus de temps à inculquer ces valeurs-là. Et puis, on les intègre dans des formations plus élevées. Et puis, ils sont appelés à démontrer leur capacité à assumer ces responsabilités-là. Démontrer les valeurs qu'on leur demande. J'imagine que vous avez déjà eu des cas problèmes ou même plus récemment. Est-ce que tu as des exemples ou puis comment vous avez dealé avec ça, ces cas-là? Écoute, c'est pas parce que on est spécial que tout le monde est parfait. C'est comme les forces conventionnelles. On a notre lot aussi, malgré qu'on sélectionne, on scrute le plus possible des gens qui viennent avec nous, mais on a quand même des cas spéciaux dans tous les domaines. On a eu des cas où est-ce que des logisticiens prenaient un abus du côté des ressources pour receler de l'équipement, des choses comme ça, des cas d'abus, aussi des cas du côté d'inconduite sexuelle. Partout il y en a. J'aime à croire qu'il y en a moins avec nous à cause qu'on scrute un peu plus. Mais je veux dire, étant donné qu'on est une force beaucoup moins nombreuse que, mettons, on va parler de l'armée. Les forces spéciales sont environ 3000. Donc, c'est plus facile pour nous de gérer ces inconduites-là et puis de dealer avec, de s'assurer qu'on essaie de mettre ces gens-là sur la bonne voie ou on leur monte la porte, là, carrément. Je comprends. Après autant d'années au sein de l'organisation, as-tu remarqué s'il y avait un style de leadership ou une approche en particulier qui, selon toi, permet une meilleure performance des membres ou qui les motive davantage? Bien, au sein des forces spéciales, c'est quelque chose de différent contrairement à la force conventionnelle où est-ce que on enseigne beaucoup à nos gens que les bonnes idées viennent du plancher. On dit en anglais « speak truth to power ». On encourage les moins gradés à dire leur opinion. Et puis, on écoute tout le monde. On écoute tout le monde là-dessus. Tout le monde a une voix dans la mission. C'est très important pour nous. Mais après avoir scruté ces gens-là, après avoir s'être assuré qu'ils ont le bon profil
pour être dans la mission. Puis ce qu'on fait très tôt au sein du commandement, c'est que on apprend à nos hauts dirigeants à ignorer un peu le rang de la personne en dessous d'eux, de ne pas être, avoir un biais conscient sur « c'est un caporal d'Air Force, il ne sait pas de quoi il parle ». On essaie de totalement supprimer ça. Chaque personne peut amener une composante importante lors d'une planification. Fait que c'est une genre de culture qu'on essaye d'instaurer, qu'on a instauré en fait avec succès, en respectant la hiérarchie. Fait que quand on enseigne un caporal-chef, un soldat de ne pas hésiter à parler, mais on enseigne aussi d'amener ses points d'une bonne façon. C'est la même chose quand on dit à nos colonels, nos lieutenants-colonels, nos adjudants-chefs, d'écouter les membres en bas. C'est super important. Je pense que on a défini une culture vraiment unique. Je pense pas qu'on peut appliquer ça partout, mais on a un modèle qui fonctionne très bien pour nous. Mm-hmm. De ce temps-là, on parle beaucoup de l'enjeu de la diversité et des problèmes d'inclusion dans les forces armées canadiennes, entre autres choses. C'est quoi ton point de vue sur la question? Bien, c'est super important parce que partout où on opère dans le monde, c'est différent, c'est vraiment symétrique. Donc, d'avoir une table de décideurs avec, c'est tous des hommes blancs dans la quarantaine, cinquantaine qui décident, c'est passé. Il faut vraiment avoir une diversité, il faut vraiment avoir une meilleure solution pour l'inclusion, pour avoir plus de personnes différentes au sein de l'organisation. On travaille fort là-dessus comme le reste des Forces armées canadiennes. Avoir différents points de vue. Moi, j'ai compris ça très vite en 92, étant un gars de l'armée, mais en travaillant avec, c'est un exemple banal, mais en travaillant avec les autres services, en ayant plus de femmes au sein de l'organisation, j'ai compris très vite que c'était payant. C'était très payant d'avoir des francophones, des anglophones, des gars de l'aviation, de l'armée, de la marine, avoir plus de femmes, avoir des gens qui parlent d'autres langues. On peut juste enchérir la machine qu'on a pour accomplir les missions qu'on a à faire. Est-ce que l'approche actuelle pour opérer le changement de culture est la bonne façon de faire, selon toi, en ce moment? Ben écoute, c'est un travail de longue haleine. Mais je vais dire une chose, je suis très content des gens qui ont été choisis pour mener une tâche quand même vraiment ardue. Lieutenant-général Carignan avec l'adjudant-chef McCann, je pense qu'on a les bonnes personnes, on a des bonnes institutions. Je pense qu'il faut vraiment investir dans nos institutions, à l'école des recrues, c'est sûr, au début. Mais il y a les collèges, les 3 collèges militaires. Puis, il y a l'Institut OSID. L'Institut OSID, je pense qu'on voit 2000 sous-officiers seniors qui viennent par année. On a une très bonne opportunité pour influencer les choses. Influencer, aligner où est-ce qu'on veut aller. Fait que moi, je suis très confiant pour le futur. Je pense que c'est pas quelque chose qui est infaisable. Écoutez, on a quand même beaucoup de bon monde. Il faudrait éradiquer, par exemple, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui n'adhèrent pas aux valeurs des Forces armées canadiennes, aux valeurs canadiennes. Ça, il faut vraiment se débarrasser de ce monde-là. Puis, continuer de travailler dans nos programmes.
Il faut vraiment être agile. Envoyer les bonnes personnes aussi. Quand on parle de l'Institut Solcid, par exemple, si les services, moi je parle des 4 services, là, la Marine royale, l'armée, l'Air Force, puis les forces spéciales, si on n'envoie pas les bonnes personnes comme instructeurs, ça ne donnera rien. On aura beau avoir les meilleurs programmes. Il faut avoir quelqu'un qui a une présence, qui a un charisme en avant, qui soit capable d'influencer nos futurs sous-officiers supérieurs. Puis ça vaut partout, dans tous les collèges, dans toutes nos institutions. Donc, il faut arrêter de garder les meilleurs dans les unités de haut niveau, là. Il faut investir dans nos institutions. Donc, ça passerait beaucoup par l'éducation et un environnement favorable, si je comprends bien. Exactement. Exactement. L'éducation militaire professionnelle. L'éducation, c'est une chose. Les collèges enseignent nos jeunes officiers, nos officiers supérieurs avoir un bac, une maîtrise. Ça ne les rend pas nécessairement plus alertes à propos de la culture. Quand on envoie quelqu'un, par exemple, à l'Institut Solcid, là, on focus sur l'éducation militaire professionnelle. On parle d'éthique. On parle de leadership. On parle du système de justice militaire. Ces choses-là sont très importantes. Et puis, c'est là qu'il faut investir. Mm-hmm. En guise de conclusion, aurais-tu des conseils pour les jeunes leaders des Forces armées canadiennes ou encore des suggestions de lecture, des recommandations, ce genre de choses-là? Ben écoute, Alex, tu le sais, quand je suis arrivé à l'Institut Solcid, j'ai amené quelque chose qu'on avait au sein des Forces spéciales. C'était l'intelligence émotionnelle. Je pense que les gens ne se rendent pas compte, comme leader, que c'est un facteur super important. C'est un domaine qui peut aider des jeunes leaders à devenir de meilleurs leaders. Donc, je les invite à s'investir au niveau de l'intelligence émotionnelle. Nous, on administre des tests au niveau des P3, des P4, des P5. Mais je pense que les services commencent à regarder ça d'un bon œil. Tu peux pas ignorer cette facette de ta personnalité quand tu es un leader. Tu penses que tu es un bon leader, mais si tu ne sais pas où tu te situes au niveau de l'intelligence émotionnelle, il manque quelque chose. Moi, c'est une chose qu'on a appris au sein des forces spéciales. On inculque à partir du niveau développement professionnel numéro 2 sur le PLQ. Et puis, c'est payant. Puis, on le réévalue à tous les niveaux de développement par la suite. Donc, c'est ça que j'aurais comme recommandation. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que quand on sélectionne nos leaders, il faut vraiment regarder toutes les facettes, pas juste les accomplissements, mais comment les leaders sont vus par leurs subordonnés, par leurs pairs, par leurs supérieurs. Et il faut avoir un ensemble, là, on appelle ça un 360, mais ça nous donne une bonne vue. Fait que, comme leader, moi, quand je regarde un adjudant-maître, il ne faut pas que je me fie seulement sur ce qu'il a fait pour moi, mais comment il a agi avec ses subordonnés, comment il a agi aux côtés de ses pairs. C'est super important, ça. Parce que j'en ai vu trop qui sont montés en grade. Et la dernière chose que je vais dire, c'est les types de leadership. Il y a des modèles de leadership directionnels et tout ça, on connaît ça. Mais il y a des types de leadership. Il y a de l'excellent leadership. Il y a du leadership médiocre, puis il y a du leadership toxique. Et puis, je pense qu'on a tous vécu ces choses-là. Puis, il ne faut pas avoir peur de dénoncer quand on voit que quelqu'un est carriériste qui démontre un leadership toxique. Il faut que ça sorte au grand jour. Écoute, je pense que c'est une excellente façon de terminer l'entrevue. C'était le major Daniel Legault
Dan, au nom de toute l'équipe, on te remercie d'avoir participé au podcast et on espère d'avoir la chance de t'entendre encore sur d'autres sujets. Ça m'a fait plaisir, Alex. Merci.